Ok. Voilà. Ok. Alors, donc, le titre du livre, c'est Le coiffeur aux mains rouges. Voilà. Donc, je vais vous lire un texte. Je vais un tout petit peu rentrer dedans. Voilà, si Kébir était là, vous l'aurez vu, vous aurez parlé avec lui. On ne peut pas le représenter, mais c'est une façon, quelque part, de le représenter avec nous à partir de deux morceaux, qu'on va dire. Alors, donc je suis plutôt à la fin du livre. C'est un jour de février 1993 que Larda a vu, en passant devant un salon de coiffure, à 30 mètres de la place du 39 mars 62, qu'on cherchait un coiffeur. 19 mars 62. J'ai dit 39. 19 mars 62, qu'on cherchait un coiffeur talentueux. La porte était fermée. Larda a frappé. Puis il a cru qu'il n'y avait personne. Mais un homme fatigué et souriant a enfin ouvert. C'était un vieux coiffeur qui avait travaillé toute sa vie et qui ne s'était jamais plaint. Il avait peu de cheveux sur la tête et il s'en amusait. Il disait que le sort lui avait joué un sacré tour et il faisait choisir ce métier plutôt qu'un autre. Sur les murs du salon, il y avait des posters à la gloire des coiffeurs de la belle époque. Ceux qui avaient servi aux 4 coins du monde, y compris dans la jungle et dans ce qui était autrement les colonies. Le vieux coiffeur aimait son métier, mais il n'avait plus la force de l'exercer tout seul. Je connais bien le métier et je ne rechigne pas devant l'effort, a dit Larda. Dans ce cas, vous êtes celui qu'il me faut. Je m'en réjouis encore, dit Larda. C'est la Providence qui vous envoie. J'attendais justement quelqu'un comme vous. Je ne savais pas qu'il existait. Et qu'il se présentait, mais il faut croire que la vie est pleine de surprises. Et il ne fit pas les choses au hasard. Le vieux coiffeur a fait visiter le salon à celui qui était désormais son jeune employé. Et Larda s'est félicité d'avoir trouvé cette place. Le salon était lumineux et il lui rappelait un salon qu'il n'avait jamais oublié. Alors je vais sauter et je vais arriver à une autre partie du livre. Vraiment, je saute là juste pour vous lire la suite. Quand j'ai retrouvé Larda, tout cela m'a semblé irréel. Il avait de la joie dans ses yeux, comme si tout ce qui jouait là avait été décidé par lui, comme si le destin s'était soumis à sa volonté dans un corps à corps féroce, et que rien n'importait plus pour lui maintenant. Son père avait été égorgé sous ses yeux à Marengo, en Algérie, par un type de l'OAS qui devait avoir 30 ans. Larda était l'aîné de ce père revenu du maquis et qui avait ouvert un modeste salon de coiffure. Il avait bientôt 5 ans et il n'a jamais oublié le visage de l'assassin, canton de lui qui riait d'un rire sardonique. Larda s'était juré de retrouver cet homme pour lui faire rendre gorge et s'était promis de se rendre en France et de connaître l'homme qui avait tué son père, à s'asseoir sur un fauteuil de coiffeur pour l'égorger à son tour. Quand j'ai retrouvé Larda, tout cela m'a semblé irréel. Je n'ai pas attendu qu'il moure. Je voulais qu'il m'en dise plus sur Marengo. Je croyais savoir, mais je voulais en savoir plus. Marengo, dis-je? Marengo. Tu vas parler? Tu vas dire tout ce que tu sais? J'ai tout saccagé, tout mis en l'air. J'avais une folle envie de mettre le feu
à tout. Une photo de son père était accrochée au mur. Je l'ai arrachée et déchirée en petits morceaux. Il était là, devant moi, paisible. Il avait accompli ce qu'il devait accomplir. Il n'avait plus de dette vis-à-vis de lui-même. Je n'ai éprouvé ni le désir, ni le besoin de lui dire qu'il faisait fausse route. Mais en étais-je capable? J'étais moi-même aveuglé par mon désir de vengeance. J'étais animé par le même désir, à la fois aux antipodes du sien et si semblable à de cette rage qui l'empêchait de voir autre chose que l'instant sous ses yeux. Il était là, devant moi, et tout en lui semblait dire que sa vie avait été un long chemin pavé d'incertitude et qu'il était arrivé à le domestiquer à force d'abnégation. Dans la lettre trouvée chez lui, de l'autre côté de la mer, dans une boîte de fer, Madame Robitaille expliquait qu'elle avait croisé l'auteur de l'abominable forfait qui avait détruit sa vie et que cet homme, contre toute attente, était devenu un saint homme. Cette lettre a été envoyée comme une bouteille à la mer. L'excellente femme l'avait expédiée à une famille éplorée avec le désir de convaincre le descendant de l'homme qu'elle avait aimé et que ne pouvant, comme elle l'écrivit, tourner la page des plus grandes tragédies et ouvrir notre cœur à un avenir de paix. Je n'ai pas prononcé une seule fois le nom de monsieur du bon père. L'ombre du vieil homme continuait de planer jusqu'au bout, au-dessus de nous. Il savait depuis le début qui j'étais. Il avait tout entrepris avec un soin exemplaire. Nous étions immobiles, l'un face à l'autre. Qu'attendions-nous de cette mise en scène morbide que la vie nous imposait? N'avions-nous pas suffisamment payé, lui et moi? Il se rappelait les mots avec lesquels le vieil homme finissait ses mémoires. La vie aussi, entre le désir de vaincre et la peur de perdre. Tout en lui semblait dire qu'il n'avait plus rien à perdre, ni plus rien à gagner. Il était arrivé au terme d'un voyage qui lui avait semblé quelquefois interminable. Il avait toujours su qu'il retrouverait l'assassin de son père. Il a sorti son arme, un revolver. J'ai reconnu l'arme de monsieur du bon père, du bon repère, qui ne pouvait pas être chargé. Il était dos à la fenêtre. Un geste de ma part, un seul, et tout s'achève. Mais allais-je le faire? Ce geste, en avais-je la force suffisante et la détermination surtout? Point d'interrogation. Merci, merci beaucoup. Je te laisse. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'était nécessaire. Tu as une très bonne idée de commencer par ça parce que ça permet de baisser un peu la pression et de descendre en tension en parlant de choses qui n'ont pas le même caractère de sérieux de ce que vous avez fait toute la journée et hier. On va passer à des choses plus légères, quoique vous avez vu quand même ce qu'on appelle léger. Hein, c'est une histoire quand même pas simple. J'espère que ça vous a donné l'envie de manger, j'allais dire. C'est un livre passionnant, comme les travaux de Kébir, Mustafa Amni, qui sont vraiment extrêmement intéressants. Bon, puisque... Juste le titre du livre, parce qu'on me demande... Le coiffeur en main rouge. الحلاق ذو اليدين الحمراوتين. كاين شي عربي زون يا صاحبي؟ لا هي هذيك هي بقى لي شي شويه كنت فكرتها بالعربيه ولكن بعد شويه. Alors, puisqu'on a le temps, j'espère qu'on a le temps et que ce que j'ai vu qu'on commence avec 2 heures de retard, c'est parfait, c'est très bien, parfait. Voilà, c'est bien. Une façon d'ailleurs de prendre son temps pour ces choses très sérieuses et pourquoi pas. Donc avant de commencer mon propos,
je voudrais saluer cette première université de printemps, remercier les organisateurs, vous tous, et tout particulièrement Nami Jamal Amrani, complice, qui a eu l'idée et la gentillesse de nous inviter avec Kébir initialement. Mais ça devait se passer à Bosnia, auquel cas Kébir serait venu. Et finalement, ici c'est trop loin parce qu'il a autre chose au salon du livre. Ceci pour poursuivre des échanges qu'on a commencé lors d'une rencontre à Paris, dans une librairie où le livre était présenté. Comment s'appelle cette librairie déjà? C'est dans ton quartier? Ouais, la librairie, ça viendra. Une belle librairie de Faubourg, Faubourg Saint-Antoine, juste à côté de chez moi. Autour donc de ce dernier roman de Kébir, paru sous le titre, comme on a dit, aux éditions Elisade. Je précise quand même entre parenthèses que Elisade est une maison d'édition tunisienne. Vous comprendrez pourquoi ce choix de Kébir n'est pas anodin, n'est pas banal, et puis puisqu'on parle de Maghreb arabe, et puisque le titre qui précédait tout ça, c'était Kébir, la mémoire future et le désir ardent d'un Maghreb à venir. C'est ce qui le fait, c'est ce qui l'anime, Kébir. Il est tout le temps porté sur ce truc-là depuis des années. Vous comprendrez aussi pourquoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir combien ces histoires de littérature et de fiction ne sont pas si étrangères à tout ce qui se trame et se dit et se discute dans les lieux où cela semble très sérieux de parler des enjeux économiques, agraires, politiques, industriels, etc. On verra bien. Quand on sait qu'il est maroco-algérien lui-même, on comprend donc le sens de ce choix et je vous dirai un peu plus. Je ne sais pas si vous connaissez la célèbre formule d'Albert Camus. Entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. Vous devinez ce que Kébir, qui est né d'une mère Fassia et d'un père algérien, Ataza, répondrait donc comme vous, probablement. Sa date de naissance, qui n'est pas sans importance, est 1952. Ça a son importance, on verra pourquoi. Dans ce dernier roman, qui a en partie suscité ma présence parmi vous, on retrouve le style toujours raffiné et impressionnant par la puissance des détails qui tisse soigneusement l'intrigue d'un meurtre survenu en Algérie sous colonisation. Crime qui traverse le temps et l'espace, enjambant la Méditerranée, ce dont Jamal vous a donné un avant-goût, pour écrire la suite d'une histoire aux 1000 plis et aux 1000 visages. La grande histoire, avec un grand H, et la petite histoire, avec un petit H, ne cessent de se croiser, se tisser, se tresser dans un récit aux résonances intimes et collectives. Vous avez déjà évoqué ça, j'imagine, avec vos sessions précédentes. Entre fiction et réalité, les lignes de partage tendent à s'effacer. Kébir est romancier, dramaturge, essayiste d'une sensibilité rare, dense et percutante. Il nous offre à travers une œuvre dense, riche et profonde la quintessence de ce qui anime quasiment tous ses écrits. Tu nous honores par ta présence. Ce qui anime quasiment tous ses écrits. La souffrance de l'exclusion, les identités blessées à travers l'histoire coloniale, le racisme, la déshumanisation des femmes et des hommes, des récits qui redonnent la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Son récit, ses récits en général, témoignent d'un humanisme sans relâche, pour une humanité sans entrave. Homme aux multiples appartenances culturelles, il nous raconte son Maghreb et sa Méditerranée. Je le cite. Celle où tous les hommes étaient égaux, issus de la même blessure et de la même espérance, mais aussi celle des enfants venus de toutes les blessures. Il dit « Je voyais la Méditerranée comme l'indivisible humanité, celle qui réside au plus profond de nous et qui ne change pas de visage au gré de nos humeurs. Je vous parle d'une Méditerranée comme désir de notre dépassement. » Je finis la citation. Il serait prétentieux de faire ici devant vous une analyse exhaustive de l'œuvre de Kébir. La thématique qui retient mon attention dans sa riche production et son œuvre porte essentiellement sur les effets lointains du trauma colonial et les modalités esthétiques, puisqu'on parle de Jameliette,
mise en œuvre pour s'en saisir avec subtilité souvent, et parfois de manière frontale, mais sans jamais succomber à quelque jérémiade, ni plainte, et encore moins à un esprit de vengeance, ni de facilité, de culte mémoriel. Son approche garde la hauteur qui sied à celui qui use de la longue vue sur la nature humaine, sa capacité à la destruction, mais aussi sa capacité à se réinventer et à se reconstruire. Je rappelle, comme le montre ma collègue algérienne, Karima Lazali, je pouvais feuilleter ses livres, je les ai apportés pour ça. Dans son livre Le trauma colonial, une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie. Il est paru en 2019, je l'avais présenté déjà là-bas, il y a quelques années, dans l'édition La Découverte. Elle montre ce que les blancs de mémoire, un élément essentiel, ce que les blancs de mémoire doivent à l'extrême violence de la colonisation. Extermination de masse dont la mémoire enfouie n'a jamais disparu. Falsification de généalogie à la fin du XIXe siècle. Sentiment massif que les individus sont réduits à des corps sans nom. La colonialité fut une machine à produire des effacements mémoriels allant jusqu'à falsifier le sens de l'histoire. Et en cherchant à détruire l'univers symbolique de l'indigène, elle a notamment mis à mal la fonction paternelle. Si on a le temps, on reviendra sur ça. Qu'est-ce que la fonction paternelle pour les psychanalystes? Leurs colonisateurs ont changé les Algériens en fils de personne, écrit Mohamed Din. Permettez-moi de partager avec vous les mots dans lesquels Driss Xiekes, mon ami, et fin connaisseur de l'œuvre de Kébir, de l'homme et de son style, lors d'un entretien paru dans un ultime numéro de la fameuse revue Souffle Monde, ressuscité pour la cause tout récemment. Vous savez ça? Qu'il y a un numéro. Si je n'étais pas paresseux, normalement, je devais avoir un article là. Il est aussi sur, il est en ligne gratuitement. Ah oui, oui. Il est en ligne gratuitement. Vraiment, feuilletez-le. Ouais. Voilà ce qu'a écrit Driss dans un entretien qui m'a paru. Je vous incite vraiment à regarder cet entretien. Je vous montrerai plus tard. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Vous voyez un jeu, pas de miroir, mais presque. Il y a de la spécularité comme ça, entre Driss et Kébir qui savent qu'ils parlent de la même chose, d'une certaine manière, mais chacun à partir de son lieu d'attache symbolique et imaginaire. Parmi les chantiers les moins défrichés dans l'exercice de décolonisation des savoirs au sein de l'Afrique du Nord, l'exercice nécessaire de relecture de travaux de fiction paraît comme un des affluents de savoirs non académiques et déterminants dans le façonnement des imaginaires. Vous avez déjà entendu un petit peu ça chez Driss ce matin. Plusieurs auteurs ayant mené une bataille esthétique et éthique décoloniale, parfois reconnue, et d'autres fois non labellisée comme telle, méritent une attention particulière dans ce sens. Mohamed Khairuddin, Katib Yassine, Abdelkabir al-Khatibi, Edmond Amran al-Malh, Assiyad Jabbar, etc. Kébir Ammi apparaît en effet comme le digne héritier de ce travail de réhabilitation, réparation de la mémoire. Kébir Ammi est l'un des rares écrivains contemporains à poursuivre patiemment ce chemin de dépliement, de palimpseste. Il s'agit de s'approprier de cette lutte, de s'approcher, de cette lutte contre l'effacement et l'invisibilisation de mémoire locale à vocation universelle et faiblement reconnue, ça aussi ça a été dit ce matin, et faiblement reconnue comme telle. La singularité du parcours de l'auteur est que son écriture a en même temps cherché à combler des trous de mémoire et à esquisser une nouvelle cartographie imaginaire à partir du Maghreb. Dans une bataille esthético-éthique, c'est le mot qu'utilise Driss, et pour écrire autrement et élargir la géographie littéraire du tout monde. Vous reconnaissez la formule de Édouard Glissant, dans une référence donc à cette filiation. Je vous invite à lire le poème de Kébir, les poèmes de Kébir. Édouard Glissant. Le tout monde, c'est Édouard Glissant. Je vous invite à lire les poèmes de Kébir et ses aphorismes. C'est la fameuse théorie sur l'archipélisation, la créolisation du monde. C'est là-dedans que vous trouvez cette notion de le tout monde d'Édouard Glissant.
Mais tu as raison, on est dans les univers de Saïd aussi, qui a été mentionné sur la table. Je vous invite à lire les poèmes de Kébir et ses aphorismes, régulièrement publiés sur une plateforme internet. Je vous invite à lire tout particulièrement un des derniers, Dessine-moi une Palestine heureuse. La chair de poule, quand vous lisez ça. Lisez aussi, si vous avez la chance de trouver ça, le poème du vieil homme. Pareil, percutant. Selon Driss, c'est comme ça. L'écriture du roman chez Kébir provient d'une géographie intime. Magnifique d'avoir touché ça. Une géographie intime. On est loin des préoccupations sérieuses de tout à l'heure, si Najib. Mais on est au fond de ce qui est sérieux. C'est peut-être plus sérieux encore. Ah oui. À la fin, je vous dirais que ce n'est pas plus sérieux que ça. C'est pas l'un qui est plus sérieux que l'autre. Voilà. C'est complémentaire. Tu as raison. Absolument, tu as raison. C'est vrai. D'une géographie donc intime, moi je trouve cette formule d'une pertinence genre de risque, par laquelle l'auteur chercherait à réagencer le monde d'un désir irrépressible de bâtir de nouveau le monde pour nommer ses ancêtres, pour interrompre l'aberrante violence du monde, un monde qui se déconstruit sous les yeux de l'enfant qu'il était, quand au lendemain de la guerre des sables en 1963, on touche la haine se déchaînant de part et d'autre de la frontière, les agents venus chercher son père pour le renvoyer chez lui en Algérie apprennent qu'il est mort, qu'il était mort un an plus tôt. Ce père qui a attendu tout ce temps de ce côté-ci de la frontière, l'indépendance de l'Algérie, est finalement mort la veille de sa déclaration. Est-ce de ces blessures de l'histoire que jaillit tout cet humanisme et générosité, généreuse croyance en le génie des hommes? C'est ce qui caractérise Kébir. Sans spolier la lecture et laissant Jamal de vous avoir donné envie, il faut rappeler que l'enfant, on entend là, il y a un enfant réel qui a assisté à l'assassinat de son père dans un salon de coiffure d'Alger. Il est rapporté ici sous une forme un peu... Kébir écrit « Ce monde qui se déconstruit, il faut le rebâtir pour donner du sens à ce que vous essayez d'être. Sinon, c'est le chaos. Un nouveau monde commence, celui de la pensée, de l'écriture, des passerelles à bâtir pour ne pas sombrer. Le monde d'une nouvelle fraternité, car je refuse, dit-il, la rancœur, la vengeance. L'écriture est ce qui fait tenir le monde quand il n'y a que vous au milieu des voix et des ombres qui peuplent cette nuit. Alors, vous devenez bâtisseur. Vous réinventez les voix, des visages. Vous luttez contre l'absence. Vous tordez le cou à l'oubli. Vos mains n'oublient jamais que vous êtes un bâtisseur, que vous ne pouvez être que ça, qu'un bâtisseur. Ce que la mémoire peut avoir négligé de retenir, vos mains le réinventent. Bataille pour le réinventer. Ce travail est essentiel. Il protège contre la folie. Pour Kébir, la fiction, c'était le terme initial qu'on avait retenu, comment la fiction vient au secours du réel. C'était ça, tu te souviens? Tout à fait. Moi, j'ai un tout petit peu. Pour Kébir, la fiction nous réconcilie avec nous-mêmes. Elle est notre seul lien avec le monde. Elle permet une plongée dans le tissu du non-dit, dans les contradictions, la complexité. Le réel nous éloigne de notre vocation à être des hommes et des femmes libres. Le réel nous sépare de nous-mêmes. Il fait croire à ce qui n'est pas. Il tire sa force de ce que nous croyons qu'il est. Un bloc de marbre inamovible et parfait sous nos yeux. Il convertit cela en preuve imparable pour contrer toutes les hypothèses qui ne lui sont pas favorables ou qui pourraient le remettre en cause. Ce matin, la petite conversation qu'on a eue sur le scientisme, la science, etc. Ce qui prétend être scientifique, comment il peut nous aveugler et nous faire passer à côté de quelque chose qui serait dans notre ordre, écouter la vérité d'un sujet qui parle. Ce qui est un peu le propre de la psychanalyse, si on veut dire. La fiction va chercher très loin, en explorant les imaginaires et en ne s'interdisant rien. Rien. Elle creuse et fouille avec l'obstination d'un archéologue pour permettre au jour
pour mettre au jour les blessures et les rêves qui sédimentent les imaginaires. Pour Kébir, l'écriture est une réappropriation du monde, au prime deux valeurs fondamentales, à savoir, écoutez bien ça, une responsabilité personnelle de la vérité. Une responsabilité personnelle de la vérité. Je pense qu'on parlera des militants, ça doit sonner comme il faut. Et toujours explorer les coins oubliés de la mémoire, et nous avons beaucoup à faire avec ça ici au Maroc, celle des faibles et des vaincus sans recours, selon la formulation de Bahija Tatijiouville, qui je trouve a touché quelque chose de fondamental dans le travail de Kébir. On voit bien que Kébir écrit à même sa chair. Je voulais faire ici une référence, s'il y a des philosophes, à Merleau-Ponty, avec cette notion de chair. J'imagine que... Bon, je passe sur ça. Pour lutter contre l'oubli et pour essayer de border, c'est un terme qu'utilisent beaucoup les psychanalystes, avec des moyens que lui offre la langue et la fiction, un refuge qui accueille et enveloppe sa solitude. Il y a en effet, dans l'engagement de l'écrivain et de l'artiste, une alliance paradoxale de son être solitaire et solidaire à la fois. On retrouve cette même tonalité marquée du sceau de la colonisation et de ses blessures dans la formule qui a donné son titre à un recueil de textes « Je suis un champ de bataille » de Jean Amrouche. Jean Amrouche, c'est un autre Algérien, kabyle, qui a beaucoup séjourné ici, au Maroc, à Rabat, et qui connaît très très bien le Maroc. Il a aussi navigué entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Quel lien entre l'écriture et le trauma? Et écrire, pourquoi faire? Si on convient que chaque écrivain écrit à partir d'une blessure propre, comme dirait Khatemi, et si on convient aussi avec Jacques Derrida, qui nous dit que personne ne saurait jamais, ça c'est sa phrase, que je trouve très, comme d'habitude, énigmatique, mais tellement percutante, personne ne saura jamais à partir de quel secret j'écris. Et que je le dise, n'y change rien. On peut néanmoins isoler une certaine catégorie d'écriture dont on peut dire qu'elle est au service d'un interminable travail sisyphien de réparation, de remontée, des fins fonds, des geôles, des asiles, etc. Reprenons pour notre compte la formule du psychanalyste d'origine égyptienne, Mustapha Sfouane, que tu me confonds souvent. Oui. Je l'appelle Mustapha Sfouane. Mais j'ai pas 95 ans. J'ai pas la chance d'avoir 95 ans. Dans son livre La parole ou la mort, il y a un bouquin magnifique. Ceux qui aiment, c'est un bouquin qui est sorti en 93. Il analysait la révolution iranienne. Les psychanalystes s'occupent de ces phénomènes-là. Pourquoi? Bon, je dirais à la fin pourquoi la psychanalyse dans le monde arabe, chose qui m'anime beaucoup et sur laquelle je travaille ici et en France, reste totalement étrangère. Il est aussi l'auteur d'un célèbre livre, je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'ici, Pourquoi le monde arabe n'est pas libre. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il est sorti en 2011, je pense, juste avant les printemps arabes. Donc, le texte, c'est Pourquoi le monde arabe n'est pas libre, sans point d'interrogation. Il précise que c'est sans point d'interrogation. Vous voyez bien la différence. Hein? Pourquoi le monde arabe n'est pas libre? 3 points de suspension. Pas... Et le sous-titre, c'est quoi? C'est Essai sur l'écriture et le pouvoir de la terreur. L'enjeu est en effet d'une telle radicalité qui fait dire à Kafka, qui a été mentionné encore ce matin par Driss, je crois qu'on mentionne le même livre, que c'est une étrange, mystérieuse. Viens, on a besoin de... Viens. Il y a une place là. Tu veux juste... D'accord. Alors, qui n'est l'écoute entre les deux, tu vois. Absolument. Flottante, tu vois. Qui regarde. Bain. Donc, c'est une étrange... Ça, c'est une phrase de Kafka que je trouve étonnamment percutante aussi. C'est une étrange, mystérieuse consolation donnée par l'écriture, dangereuse, peut-être libératrice. C'est un bond hors du rang des meurtriers. Écrire, c'est ça, pour Kafka. Si vous avez lu la colonie pénitentiaire,
vous percuter tout de suite. Et qui a donné lieu donc au livre après d'une amie, Marie-Josée Monzin, qui est déjà venue ici une fois avec nous, qui est aussi d'origine algérienne, et qui a publié un livre que je vous incite aussi à lire si vous vous intéressez à ces questions de colonialité. C'est Cas comme colonie, où on peut retrouver cette radicalité qui, à mon sens, prend son origine dans la déshumanisation dont procède la colonisation. Je ne pourrais pas m'attarder sur la place de choix qui revient dans ce domaine à Frantz Fanon, qui a travaillé comme psychiatre militant, pas militaire, militant, tout l'inverse de militaire, à l'hôpital Blida. Je vous incite aussi, toutes et tous, à aller regarder là le film qui lui est consacré. j'avoue. Mazal, je vous incite à... Bon, qualité filmique pas terrible, mais rien que parce que c'est Fanon, allez voir. Alors les deux films. Qu'il joue à il faut dire Fanon. De Zahzah, de Abdullah Zahzah, de l'Algérie. Oui, actuellement. Mais un peu sur la même expérience de Blida. Magnifique, magnifique. Tu me donneras les coordonnées, je veux le voir parce que ça m'intéresse l'histoire. Vous me rappelez le nom du film? Fanon. Fanon. Juste Fanon. Ça vient de sortir là. Ça vient de sortir. Il est dans les écrans. Sachez que les 3/4 des salles en France le boycottent. France Fanon. Nam Ktoari Fanon, le film. Mais évidemment, c'est France. Moi, d'abord, Ard, les damnés de la terre. Peau noire, masque blanc. Magnifique. Bravo, Eric. C'est excellent. Ça a été mon maître dans la clinique. Alors, le film de Zahzah, c'est France 1. France Fanon. Ah, excellent. Zahzah ou le Zahzah? Zahzah. Zahzah, c'est autre chose. هي عليك لا معناتها ما عارف عليك نسقسها عليك نسقسها je connais très bien. J'ai rencontré. Il fait partie des gens qu'on a interviewés, tu vois, donc on connaît bien. Ah, d'accord. Voilà. Beaucoup de ça. Alors, écriture, il n'y en a plus pour très longtemps. Hein. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Écriture, histoire et mémoire en psychanalyse. Il faut quand même dire quelque chose. Hein. Je n'ai pas beaucoup utilisé Freud, hein, ni Lacan, mais il faut quand même. Là, il faudrait réparer cette image que la psychanalyse, c'est une histoire d'aristocrate. Vraiment. On va en découdre ce soir. Je viens pour ça. Parce qu'il y a le freudo-marxisme qui a fait les grands moments de la psychanalyse. Herbert Marcuse, bon nombre de l'école de Francfort, les critiques d'Adorno, etc. Il y a vraiment un océan, enfin, on voit aussi grand que ça. Freud donc fait de la remémoration et des réminiscences que convoque le travail de la psychanalyse comme une condition de la perlaboration. C'est un terme un peu particulier, mais retenez élaboration. Élaboration, labor, vous connaissez. Travail. Travail psychique, c'est un terme essentiel. Travail psychique, c'est-à-dire la secondarisation ou lorsque on dit qu'on symbolise. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous l'emprise de ce qui n'a pas de nom, de ce qui échappe à la nomination. Hein? À mettre des mots sur des expériences. Ça leur enlève ce côté opaque et inaccessible. C'est ça le travail d'une analyse. En partie, hein, pas que ça, faut pas non plus la vendre comme si c'était... Donc Freud fait de la remémoration et des réminiscences. La psychanalyse a commencé par dire, quand elle a démarré avec les hystériques, il y a peut-être qu'un mot tout à l'heure sur le féminin et le féminisme qui a été ce matin parlé avec Latifa, mais pas que. Je vous dirais pourquoi. Parce que Fatima Mernissi, pour moi, et je l'ai dit d'ailleurs dans un podcast qui doit circuler normalement, on trouve sur YouTube, je fais de Fatima Mernissi le premier allié de la psychanalyse dans le monde arabe. Parce que l'entrée se fait par le féminin et le féminisme, pas par le patriarcalisme. Parce que justement, s'il y a une critique à adresser aujourd'hui à la psychanalyse, c'est son phallocratisme. Et Freud, là-dedans, n'était ni plus ni moins qu'un névrosé en mal de problématiques oedipiennes lui-même. Cela dit, ça nous a permis quand même d'avoir tout cet édifice théorique incroyable. Donc bon, une psychanalyse dont je vous dirai un peu comment je la conçois, qui n'a rien à voir avec la psychanalyse jusqu'ici, qui n'est pas advenue en réalité. Dans le monde arabe entier n'est pas advenue.
Freud donc fait de la remémoration et les réminiscences que convoque le travail de la psychanalyse comme une condition de la perlaboration. Il s'agit de permettre à ce qui est refoulé d'émerger à la surface de la conscience. On a parlé du trauma colonial par exemple. Qu'est-ce que ça fait chez nous tous et nos générations après génération? On a beaucoup dit tout à l'heure, Annie Charlotte parlait d'un livre de Laurence Kahn. C'est ça, hein? Tu pourras peut-être en parler tout à l'heure, sur ce qui s'est passé dans les camps et le lendemain. Ça peut rappeler même ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on réédite ça. Mais oui, on réédite ça. Donc, il s'agit de permettre à ce qui est refoulé d'émerger à la surface de la conscience pour enfin espérer la résolution de complexes, voire de la dissolution du symptôme. Idéalement, c'est ce qui se passe. En tout cas, au moins une métamorphose. Les gens viennent se plaindre d'autre chose que de ce qui était venu se plaindre au début. C'est déjà ça. Je plaisante. C'est à ce travail auquel s'attellent, à leur manière, les écrivains, les romanciers et les poètes, et tous les autres créateurs qui sont travaillés, voire hantés, de tel ou tel drame ou événement de leur histoire, menacés d'oubli ou d'effacement. Je n'aurai pas le temps de traiter la question de l'effacement à laquelle Janine Altounian, une grande psychanalyste d'origine arménienne, a fait sur la notion d'effacement. Son livre d'ailleurs porte le titre de Effacement des lieux. Il y a un travail là incroyable sur qu'est-ce que ça induit pour les générations suivantes, l'effacement des traces. Janine Altounian, vous pouvez trouver ce livre. La psychanalyse voit dans le processus créatif un véritable travail de métamorphose au service d'un subtil processus d'élaboration psychique, où surgissent les refoulements ou les traumas, où se nouent et se dénouent les conflits et les crises. Enfin, tout ce qui fonde l'humain et l'humanité, tiraillé entre d'une part les forces de vie, ou ce que Freud désigne sous le signe d'Eros, une divinité de l'amour, symbole de la vie et du vivant, et d'autre part Thanatos, représentant des forces de destruction et de la mort. Eros, Thanatos. C'est à croire que nul écrivain ne peut se soustraire à cette dynamique à l'œuvre, dialectique implacable contre vous. Beaucoup d'écrivains, Kafka par exemple, qui fait dire à Freud lui-même que les créatifs et les artistes nous devancent dans la connaissance de la psyché humaine et de ses énigmes. Je passe un truc sur le morceau, c'est déjà trop lourd. Si on a, il y a un renvoi rapide, je le fais comme ça, sur Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud, a fait quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire la façon dont un meurtre, qui est celui dans l'étranger, vous connaissez peut-être ceux qui ont lu, de Camus, et cet arabe qu'on appelle l'arabe, et ben il est mort, mais ça ne donne pas lieu à une quelconque investigation. On ne sait pas qui il est, comment il s'appelle, etc. Et contre-enquête de Kamel viendra plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, que dis-je, après pour donner un nom. Et donner un nom et une sépulture. Une sépulture, c'est-à-dire qu'il puisse enfin exister comme une identité, comme un sujet, une subjectivité. Dans Histoire et psychanalyse, entre science et fiction, Michel de Certeau écrit que la psychanalyse s'articule sur un processus qui est le centre de la découverte freudienne, le retour du refoulé, ce que je viens de vous expliquer. Ce mécanisme met en jeu une conception du temps et de la mémoire, la conscience étant à la fois le masque trompeur et la trace effective d'événements qui organisent le présent. Si le passé qui a eu lieu est forme d'un moment décisif au cours d'une crise est refoulé, il revient, mais subreptice, caché, dans le présent, d'où il a été exclu. Un exemple, cher à Freud, figure ce détour, retour, qui est la ruse de l'histoire. Ça peut être utile pour nous de penser ça, pour l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des pans entiers de l'histoire qui sont exclus, forclos, comme dirait Lacan. Un exemple, cher à Freud, donc figure ce détour-retour, qui est la ruse de l'histoire. Après avoir été assassiné, le père de Hamlet revient, mais en fantôme. Ceux qui connaissent la... Il revient comme... il revient comme fantôme sur une autre scène, et c'est alors qu'il devient la loi
à laquelle son fils obéit. Nous obéissons à leurs des ancêtres d'une certaine manière. La mémoire devient le champ clos où s'opposent deux opérations contraires. L'oubli qui n'est pas une passivité, une perte, mais une action contre le passé. La trace mnésique qui est le retour de l'oublié, c'est-à-dire une action de ce passé désormais contraint au déguisement pour revenir s'imposer comme symptôme du présent à l'actuel. Je ne fais pas, je ne rentre pas là-dedans dans les détails, mais notre rapport à l'histoire, et Dieu sait si l'Arwi, Jabri, Arkoun, on ne fait que ça. Tarikh, c'est quoi? On peut monter même à Ibn Khaldoun, Tarikh ou Ta'rikh, etc. Ça, c'est des questions qui n'ont jamais été visitées, ou alors, pas à ma connaissance. Pas été, la psychanalyse n'a pas été utilisée pour aborder ces aspects-là de notre mémoire. Pourtant, nous avons vraiment... Bon, si j'ai accepté l'invitation de mon ami, j'ai bientôt fini, quasiment. Si j'ai accepté l'invitation de mon ami Jamel... Ils sont bien là, tu vois. Ils sont vraiment bien, ça se sent un petit peu. C'est vrai? C'est vrai. Après, hammam pour tout le monde. Si j'ai accepté l'invitation de mon ami Jamel pour venir parler en tant que psychanalyste dans votre honorable et sympathique assemblée, c'est parce que, pour des raisons qui me semblent liées à une décolonisation inachevée dans nos pays, la psychanalyse, qui se distingue pourtant par son éthique et par sa portée intrinsèquement subversive et émancipatrice, est restée longtemps confinée dans le giron de la médecine et des neurosciences, inféodée au scientisme, qui fait évidemment le jeu des trusts. C'est dommage, Najib, on peut bien nommer, pour moi c'est pas grave. Le jeu des trusts de la pharmacologie mondiale, ou ce qu'on appelle les big pharma, comme il existe des big data. Symbole de l'asservissement et de la domination des sociétés et des individus. Un monde dominé par le capital qui fournit à coût de milliards des investissements qui bannissent toute mention de sujet et de subjectivité, privant les citoyens de leur droit à être autrement que des consommateurs passifs, domestiqués, mais des sujets qui parlent. Il existe en effet d'autres choix pétris d'humanisme qu'une psychanalyse hybridée, selon la formule de notre ami et confrère, compatriote, Rami Ayouch, qui était là il n'y a pas longtemps dans un cycle de conférences à Rabat. Une psychanalyse décolonisée, comme j'ai pu l'initier avec mon ami et complice Driss Ksike, c'est Zakaria Rani, quand on a monté récemment le cycle de conférences dans le cadre de la chef Fatima Marnissi sous le thème de l'intime, le culturel et le politique, décoloniser la psychanalyse par ses marges. Autrement dit, l'inscrire dans le tissu social, culturel et politique qui l'ancre et la situer historiquement en épousant les plis et les formes des entrailles de la langue et les dialectes locaux avec des intonations propres, loin de toute aliénation, dans un semblant d'universalisme réverbérant et trompeur comme les événements actuels nous le montrent clairement. L'éclair. Je voudrais terminer avec une citation pour soumettre encore le trouble. La psychanalyse, normalement, c'est quand même être troublé un peu. Je voudrais terminer avec une citation de Jacques Rancière dans son livre La haine de la démocratie. Si les mots servent à brouiller les choses, c'est parce que la bataille des mots est indissociable de la bataille sur les choses. À méditer pour la suite de vos travaux. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Majid, ma place, évidemment, à l'échange, là je passe aux questions, mais aussi place aux échos que vous pouvez avoir, vous, dans vos lectures. Peut-être. Peut-être que vous avez un lien avec la lecture, ou même avec l'écriture, si vous avez place à ce lien quoi, avec l'écriture et la lecture. On sait bien que, on a parlé hein, dans la journée qu'il y avait eu un taux de... comment on dirait, il a dit ça, il y a un mot précis pour parler de le nombre de personnes qui lisent. Lecteurs. Voilà.
Littératie, il était très faible. Littéralisme. Ah, voilà, c'est ça, voilà, littératie, voilà, c'est ça. Moi, je n'ai pas entendu le mot, voilà. Voilà, donc il y a bien un lien aussi avec la société, la lecture et l'écriture. Évidemment qu'on peut en parler. Et puis on voit bien qu'on est vraiment sur plusieurs niveaux, quoi, parce que la porte, vous savez bien que la porte d'entrée, ça c'est le coiffeur au main rouge qui font le lien avec l'histoire du colonialisme en Algérie et avec cette scène que je vous ai racontée, quoi, qui est la scène vraiment d'une répétition de ce meurtre qui a eu lieu, et c'est un événement réel qui s'est passé dans l'histoire par rapport à ça. Voilà. Donc là, c'est une fiction, c'est pas la réalité, c'est pas cette histoire-là, mais quand même, est-ce qu'en le lisant, il y a ce pas de côté qui nous permet vraiment d'avoir une autre lecture de cette histoire-là, et qui nous permet peut-être dans tout ce qui est ce que tu appelles de l'esthétique, le jamalia, nous permet peut-être de saisir quelque chose qui peut être insaisissable, quoi. Voilà, ça c'est à travers le livre. Et en même temps, tu nous as parlé de la psychanalyse. Ben oui, on a bien vu la psychanalyse aussi, qui était très présente là. Dans ce que tu as dit, c'est normal que tu aies la psychanalyse, tu vois. Et même dans la fonction aussi de l'écriture, pour Kafka, tu nous as parlé de ça, quoi. Évidemment, on retrouve tout fondamental, et même pour Freud lui-même. Freud lui-même, d'ailleurs, il y a un très joli, un très beau livre, je vous conseillerais de lire sur le lien qu'il y a entre la poésie et la psychanalyse. Et c'est une autre affaire. Pas si loin que ça. Voilà, exactement. Voilà. Donc, bienvenue donc aux échos, bienvenue aux questions. Pour cette loi rachat, c'est pour vraiment partager, quoi. Un peu plus que dans la plénière. Alors, on y va. Je vais partager une idée avec vous, mais je vais l'exprimer en arabe parce que je me trouve plus à l'aise. مرحبا بك. بالنسبة للبسيكاناليز، la psychothérapie et tout ce qui entoure la psychologie, c'est vraiment très compliqué. من متى تأتي واحد العدد ديال القضايا نتاع المتاعب النفسية، مثلا بماذا سنحلل وقوع تروتسكان في مشكلة الإطاحة به بسبب مسألة جنسية. هولاند وقع في نفس الإشكال الجنسي على دراجته النارية وذهب عند صديقته، وزوج السيد الرئيس كلينتون الذي وقع كذلك في مشاكل. أليس هذا يعود إلى مشكلة كما شرحها ويليام ريش بأن الإشكال في العمق العلاقات السياسية الاقتصادية الاجتماعية هي علاقات جنسية بناء على انتقال الإنسان من وضعه الطبيعي العادي إلى الوضع المجتمعي بتراكماته وبضغوطه النفسية على الإنسان. شكرا. On fait plusieurs rondes. On laisse la parole. Il n'y a pas de question, s'il y a une interaction, ça se fait également. On peut faire plusieurs rondes comme ça. Des interactions. Allez, on y va. Continue. Oui. Ah, oui. Oui. Hier, j'ai parlé en français. Aujourd'hui, je vais parler en arabe pour mieux s'exprimer. نتكلم في 3 نقاط. التحليل النفسي فريد يعني التحليل النفسي سأتحدث عن التحليل النفسي كطالب باحث في الجامعة دارس لمجال السيكولوجيا للناس وللمدارس ديالو المختلفة. غنحاول نهضر على ظاهرة الانتحار في المغرب واللي كتنامر بواحد الشكل مهول خصوصا في الشمال في الشاون في التاونات. وهذا العام في وزان عندنا 17 حالة حنا الاولين في المغرب 2024.
وفي الاخر هو لو ستاتي دو بسيكولوج او باروك يعني انا كما تقاسمنا في الصباح السي عبد السلام الداشمي كنت كنقول له الفرويد المغرب اون باراليل كاينه عبد الكريم بن الحاج اللي هو لا كوغنيسيون. بالنسبه لهاد الباراديغم فرويديان هو كيقول لنا من 0 ل 7. انا ديك من 0 ل 7 كيقول لك من 0 ل 7 سنين تحكم شخصيه الانسان في المستقبل. هذيك المراحل النمائيه من 0 ل 7 لي ستاد دو ديفلوبمون كاملين اللي كيجينا من بعد. يعني ملي كندخلوا في الفاز دو لاتونس كتجي لا بيبرتي اي لادوليسونس. دونك سي اون فيف دونك واحد الغفلات ديال هذيك لي زيتاب من 0 ل 7. انت راه عارف هادشي. ولكن حنا كنقولوا ان الحياه النفسيه ماشي بحال الحياه البيولوجيه والفيزيولوجيه لا تتوقف من 0 حتى للكفن. الحياه النفسيه لو كومبورتمون هيومان كيتغير مع في الصباح ملي هضرت على هذاك لو باراديغم لان العلم دائما كيوقعوا فيه انقلابات علميه بالصدفه. غنعطي واحد التجربه في اوروبا وقعت ان واحد السيد مات في اكسيدون والسيده كتموت في الكلينيك زرعوا لها القلب ديال هذاك السيد اللي مات في الاكسيدون. وغنجي اكزاكتومون جبت على البسيكاناليز. ملي زرعوا لها ديك القلب عاشت السيده. دابا هذا يوقع بحال واحد زعزعه المفاهيم الابيستيمولوجيه في المجال ديال علم النفس. وهي باش قلت لا كوغنيسيون انكارني. هذاك القلب ملي زرعوه ديك السيده عاشت بقاو متبعينها عايشه بخير. بقاو كيجيوها دي كوشمار. حنا ملي كنقولوا لي كوشمار راه لي بسيكاناليست كيحلوا لي كوشمار وشي ديال بقاو كيجيوها دي كوشمار. بقاو متبعين الحاله ديالها. بقات يعني كيحلوا هذاك تعاود لهم الحلامه اللي كتحلم. تقول لهم راه كنشوف واحد السيد كيقتل شي واحد كذا ما كذا ما كذا. رجعوا للدوسي ديال هذاك السيد اللي مات بلاكسيدون. ملي بقاو متبعين جبروا انه فريمون كان ان كريمينال يعني بصح قتل. دونك شنو السؤال الفلسفي اللي كيطرح هنايا؟ كيفاش هذاك القلب ديال هذاك السيده تزرع في ديال هذاك السيد تزرع في القلب ديال هذيك السيده؟ كيفاش ستيمولا شي حاجه؟ انا فهمتك. كيفاش هي يعني ديك الصور الذهنيه كيفاش هي بحال في القلب ديال السيد وهي كاينه دي يعني كتبان لها صور. اذا هي هذه يعني ان المفاهيم تبدلت في علم النفس ماشي بحال السيرفو. هو ربما بالفريكونس كاردياك كيستيمولي شي حاجه في الدماغ كتكون لنا واحد ليماج واحد الاحاسيس واحد دونك هذه اسئله ابيستيمولوجيه دابا حاليا مطروحه. هي اللي قلت هذوك الباراديغم اللي اسمه امبيدد كوغنيشن او لا كوغنيسيون انكارني. راه دابا مثلا الصديقه ديالي ربما الا قيستها في واحد البلاصه تضحك. يعني حتى لو كور ديالنا راه فيه الميموار فيه الميموار. نقدر نقيسها في واحد المكان تذكر شي اكسيون في التحضيري ولا في البريسكولير. تضحك vraiment بكذا. دونك هذيك لامبيلسيون دابا اللي بغيت نقول لامبيلسيون قبل ما توقع لامبيلسيون ولا ليمونسيون راه تو دابور كتوقع في الدماغ يعني لا كوغني يعني. On va bien. Alors, je vais continuer. Je peux. Là, ouais, tu vois, c'est important. Je trouve que c'est très important que la parole, c'est important qu'il y ait une parole. Hier, j'ai parlé de rêve du psychosociologue, c'est que tout le monde s'exprime. Pour nous, c'est fondamental. Donc attention pour ne pas monopoliser la parole, laissez la parole circuler, c'est vachement important. C'est vachement important. Il faut que ça circule. Et on voit bien en fait la nature des débats qu'il y a dans la grande salle. Vous avez vu? Je fais un lien, pardon. C'est vachement important. Le lien du débat, on voit bien que la parole dans la grande salle, on voit bien que les personnes parlent, c'est très important. Et en fait, elle s'adresse à qui? Il s'adresse à qui?
ces paroles? Est-ce qu'il s'adresse à la personne qui fait la conférence? Est-ce qu'il s'adresse au groupe? Est-ce que ça met en débat les questions importantes? Est-ce que ça s'adresse à la fédération? Donc les paroles adressées, c'est vachement important. On ne parle... Voilà, c'était juste pour dire... Et surtout, situons-nous. Parce que là, on peut rester à la psychanalyse, donc on peut aborder plein d'autres approches. On est vraiment sur la question de la colonialité, la question de la littérature et de la psychanalyse. On peut partir dans plein de sens différentes. Hein. Donc restons, nos discussions les situent dans un domaine, quoi, tu vois. C'est vachement important. C'est quoi le lien avec l'écriture? Voilà, c'est pas porte-bris du monde. Yallah, c'est très difficile de cerner. Là, c'est très difficile de cerner. Déjà l'intitulé de l'atelier, il est différent de ce que vous avez fait. On bouscule les trucs. Et vous avez des bribes d'un livre et notre ami a parlé d'autres choses. La psychanalyse, il l'a développé. Et y compris c'est-à-dire l'opinion ou l'avis de il y a beaucoup de pistes qu'on peut suivre. C'était juste pour dire, c'est juste pour recentrer le truc. Loin de moi les de brider, attention. انا جبت هذه القصه غير باش نفهم من الناحيه ديال التحليل النفسي كيفاش يفسروا هذاك لي كوشمار ديال هذاك السيد. صافي غنسد القوس وندوز للنقطه الثانيه ديال الانتحار. التنامي ديال ظاهره الانتحار. التنامي ديال ظاهره الانتحار في الشمال سورتو في هذه الاماكن اللي كانت فيها زراعه القنب الهندي بالضبط الشاون تاونات وزان. العام اللي قبل منه كانت في 2023 الشاون 2024 التاونات هي الاولى وطنيا. هذا العام وزان 17 حاله وهاد جوج اسابيع 18. دابا انا كندير العمل الحقوقي والعمل السياسي والعمل النقابي نتبع هذا الملف هذا. السؤال هو يعني حنا كمل ومن بعد حنا الحمد لله دابا في جامعه ربيعيه نقاش فكري علمي، خصوصا ان الدوله ولا المخزن كيكاموفلي هاد لي ستاتيستيك وكيحاول ظاهره الانتحار يغلفها باكسيدون بكذا بكذا، ولكن دابا بدا كيوعى وصل انها ظاهره خصها تدرس علميا بمقاربه سوسيولوجيه بسيكوسوسيولوجي بسيكاناليتي، يعني باش نحاولوا انه نجبروا واحد الحل عقلاني. السؤال مسيو ديريكتومون بالنسبه لي تخوا ستركتور نيفروتيك بسيكوتيك واش لا ديبرسيون او لا ديبرسيون كنجبروهم عند لي بسيكوتيك. هذا انا ما عارفش نديرو زعما سؤال. اخر حاجه كيفاش نناضلوا على لو ستاتيو في هذا البلاد. لو ستاتيو في البرلمان، في البرلمان الاخوان حنا كمناضلين يساريين كفاءات في المجالات كيفاش نناضلوا على لو ستاتيو ديال ان بسيكولوج. اعتذر سالي تسمح لي السي العمران. Ça fait 8 minutes que tu parles, vas-y, continue. Il faut respecter la parole. Merci. هذا اللي فهمت من التجربه ديال الاستاذ هو كيف ان الفعل ديال الكتابه كيؤدي للتحرر ليمونسيباسيون. وانا تحت لي فرصه زاد 5 فوا الجزائر الجزائر. الاحساس اللي جاني بان الجزائريين اشقائنا وأكن لهم كل الحب والتقدير انهم بحال عندهم شي تروماتيزم، وحتى الكتاب ديالهم انا شفت شويه ياسمينه خضراء اللي اضطر يكتب باسم مستعار، وحتى اللي مشينا لاركون وتنقراو ليه تنحسوا بان فعلا لي زالجيريان باقي محتاجين وما تستعمروا قرن وخصهم واحد القرن ديال ليكريتور وديال التحضر. السؤال ديالي واش يسعفنا فقط نكونوا يعني فرويد ولا خصنا جاك لاكون؟ لانه اللغه يمكن لنا عبر الاشتغال مثلا عطيتينا النصوص ديال كبير ومزيان انا غادي نمشي نقرا ليه ما عمرني قريت ليه،
وكنشوف دون سوس بحال دابا امين معلوف لي زيدونتيتي مورتريير وفي الكتابات ديالو كلها يعني مارس واحد النوع من التحرر من ديك القضيه واش انت فرنساوي ولا لبناني ولا دونك هذا الفعل ديال الكتابه اللي هو كيحرر. وانا كنعتبر بان سي بيان باش نناقشوا في هذه الجامعه الكتابه كفعل للتحرر. Merci pour les la concession à la loi. Merci لما كناش نبقاو ناس الصباح والله انا اللي نرجعوا نتعشاو هما كلهم Donc, merci pour l'œuvre que vous nous avez présentée. Je veux la notion du trauma colonial dont vous avez parlé. M'intrigue aussi parce que, en fait, je veux juste analyser le trauma colonial dans sa continuité, pas dans le moment où il y avait cette violence coloniale, mais l'après-colonialisme, l'après dans les sociétés actuelles. Je veux revenir par exemple à cette posture que certains de nos écrivains du Maghreb qui font en tant que réaction à cette colonialité, à la posture de quelques-uns qui sont dénaturés de leur identité maghrébine pour chercher, je ne sais pas, je dis ça juste comme ça, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est parmi les effets du colonialisme lui-même? Aussi, je voudrais ça. Par exemple, il y a une émission où Khair Dini a été invité à Apostrophe. J'ai vu une partie de cette interview. Il présentait son livre Les gens des vies d'Agounchiche. Et il parlait en fait sur le fait colonial. Son personnage qui était un bandit, comment avec la colonisation il a trouvé une meilleure cause et pour rassembler, il était contre le colonialisme. Mais dans les médias et dans Apostrophe qui est un programme de renommée qui a invité beaucoup de gens, et on se comportait avec une façon de mépris pour cette idée de comment la lutte coloniale elle est présentée devant l'opinion publique maintenant actuellement en Europe, et ce mépris et quels sont les moyens d'y remédier, et cette suprématie aussi de la pensée occidentale, comment elle est... من خلال كنشكر الساده المتدخلين من خلال المداخله ديال الاستاذ كنستشفوا كما قالت الاخت فاطمه شنو هي الخلاصه من اننا نقراو واحد غموض اللي كيعاود على واحد التجربه معينه. يعني هنا انا غنربطها بالوبجيكتيف ديال هذه الجامعه، وهو علاقه الكتابه او علاقه الثقافي بالفعل التحرري. الفعل التحرري ماشي في الماضي، انا غنربطها بالحاضر، لان الجانب النفسي والجانب البسيكولوجي ولا اصبح ضروريا وملازما لنضالنا السياسي. هذا واش كنشوفوا بان اغلب الجمعيات اللي كتشتغل على ولا الاحزاب اللي كيشتغلوا على العنف السياسي ولا العنف الجندري، العنف الممارسه على النساء، ان الاغلب ديال الجمعيات كيكون معاهم دكتور نفساني مرافق لهذوك النساء اللي كيعانوا من العنف. علاش؟ لانه وجدنا بان النظام الاستبدادي كيعمل دابا على احباط، على تدمير النفسيه ديال الشعوب ديالو باش يبقاو بعاد على النضال الحقيقي. اذا انا كنطلب هو اننا جميع المثقفين وجميع الاطباء النفسانيين انهم يناضلوا معنا على المستوى السياسي، لان الجانب النفسي كيبقى حاضر في النظام الثقافي. Merci. C'est-à-dire, je lirai, je vais lire, c'est-à-dire la problématique au Maghreb, parce que vous avez le Maghreb arabe.
Et au fait,